Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Cinécast, épisode 10. On revient à une formule un peu plus traditionnelle après notre hors-série sur nos attentes, coups de cœur ou prochaines déceptions d'ici la fin de l'année 2017. Donc on revient à un épisode classique avec un film assez exceptionnel qu'on a eu la chance de pouvoir voir sur grand écran dans le cadre du Summer Camp, enfin SoFilm Summer Camp, c'est la précision, du magazine SoFilm, qui est un festival organisé tous les ans à l'été sur Nantes, avec Aurel qui est ici présent. On avait fait la seconde édition l'année dernière en présence de John McTiernan. On avait bouffé du film, c'était plutôt cool. Ouais. Et donc là, on a une thématique plutôt polar sur cette saison-là, avec des petites digressions de part et d'autre, puisqu'en fait le festival s'articule autour de cartes blanches données à des artistes, acteurs, producteurs et quelquefois réalisateurs. Et donc la programmation cette année s'est portée sur deux films de Bong Joon-ho qu'on a vus, en tout cas Okja qu'on a vu en séance plénière avec Stéphane qui est également présent au cours de cette podcast. Je suis là aussi. Et oui, tu marques ton empreinte. Tout à fait. Et donc le lendemain était diffusé... N'importe quoi. Ne réveillez pas. Et donc le lendemain était diffusé Memories of Murder. Oui. Qu'on a eu la chance avec Aurel de voir un peu à l'arrache parce que c'était prévu, puis après plus prévu, et on a réussi à se glisser in extremis dans la salle parce que notre emploi du temps nous le permettait, et du coup on a eu la chance de pouvoir voir ce film, qui est donc le deuxième film après Barking Dog de Bong Joon-ho, en version restaurée, qui je crois est sorti maintenant en salle dans quelques salles parisiennes. Ouais, ça va être un peu compliqué. Nous dans l'Ouest, il y a quelques séances sur Saint-Nazaire. Ouais, pas de séance à Nantes. Non, ouais. Ah, mis à part cette séance dans ce film. Ce qui est assez surprenant parce que le 14A a eu au moins entre les mains une copie. Et présente le prolétariat. Il y a peut-être, quand on voit le film, un petit parallèle avec Saint-Nazaire. Avec Saint-Nazaire. Effectivement. Tu vois, mais voilà, je l'ai pas vu ce film, mais tu vois, je sens déjà les thématiques. Je sens les thématiques. Donc voilà. Donc Stéphane, je te passe la parole. Tu vas essayer un peu de... Tu es notre candide. Voilà, tu es notre... Je suis votre candide. Et donc, comme peut-être d'autres personnes qui écoutent le podcast n'ont pas vu ce film, donc vous allez pouvoir nous parler de... Peut-être nous replacer déjà dans la filmo. Donc tu nous as parlé de Barking Dog. Film qu'il me déteste et qu'il renie, Bong Joon-ho. Barking Dog, monsieur a écouté certains podcasts. Tout à fait, où je suis à faire ses recherches. Un monsieur de la culture. Tout à fait. D'accord. Ouais. Attends. Donc Barking Dog, ça c'est le film qui le renie, c'est ça? Ouais, c'est le film qui a posteriori, apparemment faut pas lui en parler, il aime pas du tout, voilà. Et donc il considère, ce serait, voilà, il vit beaucoup mieux apparemment ce Memories of Murder, qui a été présenté un peu à l'époque comme le... C'était quand d'ailleurs? C'est 2003. Qui vient donc et qui est présenté un peu comme le Zodiac par rapport à Fincher, d'après ce que j'ai compris, un peu comme le Zodiac coréen, l'équivalent de ça. Et donc on y est allé, nous, un peu comme ça, ne sachant pas trop ce que... Voilà, connaissant un peu la renommée du film, mais moi j'étais assez pauvre, voilà, honnêtement, j'y allais, je savais que ça faisait partie de sa filmographie, de toute façon, qui n'est pas pour l'instant... voilà, il y a 5 ou 6 films, mais en tout cas... On va peut-être resituer la filmographie rapidement. Donc Barking Dog 2000, qui en fait raconte de ce que parce qu'a priori le film est assez compliqué à voir, un peu comme d'ailleurs Memories of Murder, mais peut-être que là la ressortie va faire en sorte qu'il y aura plus tard une sortie DVD. Donc Barking Dog, en fait, c'est en fait l'histoire d'un bloc d'habitation dans lequel on suit un peu les pérégrinations de certains personnages, dont un mec qui supporte plus les aboiements d'un chien, d'où le titre du film.
effectivement, c'est un film qu'il a. Le titre, c'est Barking Dogs No Bites, c'est-à-dire que chien qui aboie ne Voilà, mord pas. synopsis sur Wikipédia, parce que vous avez compris que maintenant, Tout à fait. à Cinécast, on protège nos sources et surtout on les alimente. Donc, hop, Wikipédia. Synopsis, Yoon-ju était déjà dominé par sa femme et préoccupé par le financement du pot de vin qui lui permettra d'avancer dans sa carrière dans l'enseignement. Il est maintenant dérangé par un chien qui abouille dans l'immeuble. Et donc, Ça donne envie, ouais. Alors effectivement, c'est un film qui, je te vois que tu as l'air complètement perdu, c'est un film qui le renie totalement, a priori il en a honte, si on pouvait l'effacer de sa filmographie, il le virait. 2003... Alors qu'apparemment, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, c'est plutôt intéressant. En tout cas, Ce que j'ai pas entendu, sans doute le même podcast que vous. Non. Ah si, je pense. Memories of Murder en 2003, on va y revenir. Imposteur. Ensuite, il va faire The Host en 2006, que moi je n'ai pas vu, mais que toi Stéphane tu as pu voir. Mother en 2009, qui serait a priori son film le plus abouti, en tout cas le premier jalon vers l'aboutissement de sa patte qu'on retrouve dans Memories of Murder et un peu plus tard dans Okja, donc on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Mother en 2009 et Snowpiercer, le transpersonnage, en 2013. Moi, c'est comme ça que je le connais. Moi aussi. Qui est du coup son film le moins personnel, puisque l'adaptation d'une BD qui a l'air a priori d'être fidèle. Moi je connaissais pas la BD, je suis un peu tombé sur le film par hasard. Mais quel film. Enfin nous on l'a vu. C'était un très très bon moment. Très très grand. Et donc effectivement, pour resituer les choses, Memories of Murder, donc en 2003, 5 millions de spectateurs en Corée du Sud. C'est un gros succès. Ouais, un très très gros succès là-bas. Donc on le compare souvent à Seven dans le côté un peu apocalyptique de la version polar. Également à Zodiac pour l'enquête au long cours. Et donc, 2 fois Fincher. Ouais, et je pense aussi c'est par la précision peut-être de la mise en scène qu'on rattache à Fincher. Et c'est considéré comme étant un grand polar à voir au même titre donc que Seven et tant d'autres. Donc c'est un peu comme ça que nous on y est allé. Alors vous nous pitchez un petit peu, Aurel? Oui, bon, l'histoire elle est plutôt simple. En fait, on est dans on croit comprendre que c'est dans une ville de moyenne importance, ville un peu industrielle, mais qui est encore un petit peu, campagnarde par certains aspects. Donc voilà, il y a une carrière en fait qui a l'air de fournir du boulot à tout le monde. Il y a des jeunes filles qui sont retrouvées et qui sont assassinées. Elles sont retrouvées donc ligotées avec une certaine mise en scène, avec notamment tout un rituel sur les sous-vêtements, etc. Donc des crimes clairement à connotation sexuelle. Sur lequel, si tu veux, Oui, je crois qu'on peut dire ça, oui, au bout d'un moment. Ouais. Bon, je précise, hein. Et en fait, on suit au début l'équipe de flics du coin, qui est un peu spéciale, sachant que la première chose qui est très intéressante, c'est que j'ai trouvé moi dans le film-là, c'est que ça se passe dans une Corée du Sud qui est encore sous dictature militaire. Donc en gros, les policiers... Il sort de la dictature militaire. C'est en train de s'écrouler. Il y a les premières émeutes, tu comprends que c'est les premières émeutes et c'est en train de basculer. Tu comprendras surtout qu'en fait, ces personnages qu'on nous présente comme des flics sont en fait des flics de la police secrète. D'accord. Donc, qui est la police d'État. Puisqu'à un moment, ils auront maille à partir avec d'autres, ils se diront pour éviter de se faire fracasser dessus. Enfin bref, on les suit comme ça. 86. Ils arrêtent des mecs, 1986, ils arrêtent des mecs, tu sens que tout ça est très foireux, qu'ils en ont pas grand chose à foutre. En fait, du moment qu'ils trouvent quelqu'un qui a l'air d'avoir la tête du coupable idéal, ce qu'ils vont finir par trouver plusieurs fois, mais arrive de la ville, donc de Séoul, le policier plus moderne, un peu plus instruit, qui lui apparemment connaît déjà les techniques d'enquête du côté de ce qui se passe au FBI, donc tu vois, qui est un peu plus dans le profilage, etc. Et qui va du coup toute une première partie du film les regarder et du coup les aider ensuite à essayer de résoudre ou pas cette série de meurtres. C'est aussi simple que ça. C'est la vachement classique comme Oui. trame. Qu'est-ce qui fait Oui. qu'à un moment donné ça sort du lot? Alors, Plusieurs choses. Ce qui sort du lot, c'est pour nous occidentaux, en tout cas moi c'est ce que je retiens, c'est la découverte de cette vision effectivement
pas très définie de la Corée. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais pas trop si tu te situes, où tu te situes. C'est effectivement, on a une ville qui t'as l'impression d'être dans une vraie campagne, dans le trou perdu de la Corée. Sauf que derrière, ça a l'air d'être quand même suffisamment grand parce qu'il y a un peu de médias, il y a un peu de journalisme. Il y a effectivement cette grande carrière qu'on va découvrir à un moment du film parce qu'il y a une poursuite qui va les amener à cet endroit-là. Ce qui est en fait hyper intéressant, c'est de cette trame très classique des flics qui préfèrent taper et interroger derrière, voire torturer, ça les dérange pas trop parce qu'effectivement, Ce sont les cultures comme dit Auré, les cultures des dictateurs. tu sens derrière que quand il y avait des C'est opposants méthode, politiques, on n'hésitait pas. Quoi. Les gars sont très simples, leur technique, n'importe qui s'arrête. C'est le coup de pied sauté, Ils le descendent au sous-sol. littéralement. Et en fait, ils ont une pièce qui sert à ça. Ils discutent. Voilà, ils le frappent. Et puis au bout d'un moment, généralement, le mec finit par dire en fait ce qu'ils veulent. Et donc en fait, leur grand truc, c'est qu'ils enregistrent, tu sais, sur magnétophone les aveux. Et donc là, ils font répéter le mec avant et tout, etc. Le mec qui est privé de sommeil, frappé, quelquefois dénudé, finit par leur dire tout ce qu'ils veulent. Et donc ils enregistrent, puis ils coupent quand ça va pas, ils refont, etc. Mais tout ça en étant très sympa avec le gars qu'ils ont massacré pendant des heures. Et là où tu peux du coup, on peut peut-être aussi préciser que c'était intéressant de voir ce film aussi parce que on l'avait vu au Kia l'avant-veille au soir et que là on le voyait du coup celui-là le lendemain. Et on a retrouvé, moi je trouve la première chose c'est qui te frappe, c'est que ce ton qui peut être extrêmement drôle en fait avec des choses graves sur lesquelles cette capacité qu'il a, je trouve, Bong Joon-ho de faire intervenir des trucs drôles dans des choses qui ne le sont pas vraiment. La rupture de ton, ouais. La rupture de ton. Parce que ces flics du départ, ils sont vachement drôles. Ils sont hyper attachants, notamment le gars que tu suis, qui est un peu une Sachant que voilà, en fait, caillasse. il y a deux couples. Il y a un couple de flics qui est les flics de base. Tu as le premier que tu vois, qui est le premier qui va sur le premier meurtre. Dont, en fait, on te le met au contact de ce mec-là et tu dis, ok, c'est le héros du film. Parce que t'as pas... Moi, j'ai vu la bande-annonce avant. C'est la bande-annonce, tu regardes, tu fais ok, bon, très bien, je vois pas du tout de quoi ça parle, c'est une annonce un peu... Ouais, tu vois pas où trop ça en met. Donc tu vois ce mec-là, tu dis ok, c'est le héros du film. Et puis il a son sidekick, qui est le sidekick de base, parce qu'effectivement, lui, c'est high kick. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est la brute qui met des pains, qui fait des coups de pied sautés dès que ça lui chante. Donc t'as une ribambelle de coups de pied sautés, des fois qui arrive. Le mec, il est quand même balèze, c'est-à-dire qu'ils sont en train de discuter. T'as à un moment donné un mec qui fait pas la bonne réponse et le mec depuis la table saute, lui lance un coup de pied et tu regardes ça, t'éclates de rire en disant c'est quoi ces mecs. Et en fait tu vas pendant le premier tiers du film tu vas être avec ces gars là, donc tu sens le mec qui est instruit et l'autre qui est uniquement là comme faire valoir, et t'as finalement ce qui va à mon sens être le véritable héros du film qui est le flic de Séoul qui effectivement les regarde de haut, voir à certains moments les juges et prend un malin plaisir à leur dire non mais c'est pas lui le coupable donc vous allez les relâcher. Ça rend complètement fou leur supérieur qui ressemble un peu à ces personnages qu'on avait dans L'Arme Fatale, etc. Les mecs qui gueulent parce que les supérieurs voilà. C'est un peu cette caricature là. Et en fait une fois que eux-mêmes se tapent entre eux, tu sais. T'as un côté, tu sais, un peu comment dire. Comment ça, ils se tapent entre eux? Mais ils se tapotent entre eux parce qu'ils sont pas, tu sais, plutôt que de, si tu veux, alors ils vont en venir aux mains. Il va y avoir un clash entre forcément ce flic venu de la ville et ce flic des campagnes, parce que c'est clairement, moi je trouve que les deux sont les deux héros. Je pense qu'ils sont quand même mis sur un pied d'égalité. Ils vont finir par forcément se taper dessus parce que l'un ne supporte pas l'autre, c'est évident. Mais si tu veux, tu as un côté comique dans le genre où leur chef passe son temps à leur gueuler dessus, mais à leur mettre des claques derrière la tête. C'est-à-dire arrêtez de vous battre, sinon je vous tape dessus. Comme ça, des trucs, un peu comme dans le collège fou, par moment, tu sais, t'as un peu ce truc-là où tu dis, mais putain, en fait, et c'est drôle, faut reconnaître que c'est marrant, alors qu'en fait, quand tu réfléchis 2 secondes, ok, putain, en fait, le gars te montre l'arrière-cuisine de la police secrète de Corée. En t'expliquant que les mecs arrêtent n'importe qui, en n'ont strictement rien à foutre, et qu'ils ont les pleins pouvoirs. Et puis après, avec la mutation également de peut-être cette Corée un petit peu... Voilà, de toute façon, ce flic de la ville... Clairement, ça dérange personne. Ouais, qu'on aille à un moment donné accuser le débile du coin, etc. T'as aucun contrepoint de la presse... ça arrange tout seul, t'as l'impression d'être un peu au Far West. Dans la presse qui est très friande de faire des belles images et tout, etc. Et c'est extrêmement drôle.
Ce qui en fait, par contre, voilà, c'est que, comme dans Okia, c'est qu'au bout d'un moment, il va y avoir une rupture de ton, c'est-à-dire de ce truc un peu rigolo, un peu débilos, avec ces types-là, il va y avoir une vraie rupture de ton, parce qu'au fur et à mesure, si tu veux, les meurtres vont s'accélérer, vont devenir de plus en plus atroces, et surtout quand on va réaliser qu'effectivement, on n'a pas les bons mecs. Et ça va tourner à l'obsession, en fait, de trouver qui est ce gars, parce qu'on va s'apercevoir, et là, on spoil un peu, mais qu'il y a notamment, le rituel se passe toutes les fois où il pleut. Ouais, les jours de pluie. Et donc c'est là où effectivement tu peux dresser le premier, tu comprends pourquoi le parallèle avec Seven, puisque Seven est un film où il pleut sans arrêt, à part à la fin, et tu as du coup la pluie, l'eau qui est extrêmement prégnant et dans le film. Et du coup ça apporte aussi le fait de la prédictibilité, Oui, pas très français, ils peuvent la anticiper. prévision. Ah, il est bien celui-là. Ce qui fait qu'en fait, à des moments. En Mot fait, contre triple. le truc, c'est que Avec un Z. sur ce pitch-là, qui est en fait une enquête, tu vas en fait systématiquement osciller, et c'est vraiment la marque de fabrique des Bong Joon-ho qu'on a, du coup, moi, découvert dans Okja, parce que je trouve que c'est moins prégnant dans Snowpiercer. C'est une scène contrebalance l'autre. Donc tu vas avoir des scènes hyper comiques où tu vas avoir une scène tragique. Parce que de temps en temps, c'est pas tout le temps le cas, il va te montrer les prémices de la disparition de Nanette. T'as notamment une scène où elle court et il y a un mec qui sort d'un fourré. Aurel m'a génial, failli ça. sauter dessus. Oh, mais c'est fou. En fait, c'est fou. elle le sent, il y a tout un jeu sur Et le... puis elle est en race campagne, sur un chemin de race campagne, et c'est la campagne un peu, la campagne asiatique dans toute sa splendeur. Tu sais, elle est sur le petit chemin surmonté. À côté, T'as des c'est des rizières rizières, et donc ça partout. fait un peu mer, tu sais, dans le noir. T'as le vent qui... Donc tu sens, et tu vois très t'entends. clairement... Et tu vois le gars, il lève la tête comme ça, tu le vois au loin, derrière, et il disparaît. T'as un côté un peu requin, tu sais, et il va, finalement, elle va se retourner, et en fait, le truc qui t'attrape, c'est qu'il est pas derrière, il est déjà devant, et qu'il va sortir de la forêt, mais Face à elle. c'est génial, Donc c'est là, absolument génial. J'ai failli le perdre. Hein. Ah ouais, j'ai fait un bond, mais laisse tomber. Et donc t'as ça, et puis tout de suite après, sans transition, tu vas être en plein jour, les flics qui arrivent et qui en fait sont en train de s'engueuler parce qu'ils ont pas sécurisé la scène de crime, etc. Les mecs, c'est des branques. Ça tourne autour, C'est des donc c'est branques. quasiment un plan séquence, et jusqu'à ce moment où le mec un peu plus malin, mais qui est pas le flic de Séoul, se retourne et voit au loin un tracteur qui est en train de, avec un petit baby, qui est en train de tout faire le truc et qui va rouler dans la seule empreinte de pompe qu'ils ont du mec, quoi. Et il est là en train de l'engueuler, donc en coréen, déjà, avec beaucoup d'effusion, etc. Mais Il y a un flic qui descend dans un fourré qui se casse la gueule, 2 secondes plus tard, t'as un autre flic qui se recasse la gueule au même endroit, donc effectivement, t'es là, t'es débonnaire, t'as complètement oublié qu'il y a une aide qui est morte, en fait, jusqu'à ce que, par un détour de caméra, il te remonte le corps, et là, tu fais, ah oui, en fait, c'est quand même un peu sérieux, ce truc-là, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent dans son cinéma. Oui. Donc, moi, j'en ai pas vu 50 des Bong Joon-ho, mais il y a les ruptures de ton, et il y a également les différents cinémas que tu peux trouver, différents Alors là, genres. tu retrouves Est-ce moins que parce y a moins ça qu'il est ancré dans le genre polar. Oui, Donc, et tu donc, retrouves là, ça veut moins dire dans qu'il Okja là, le côté patchwork. il est à fond dans le full polar. polar. D'accord. Polar avec un peu de politique au travers de ça. Parce que par exemple dans The Host, donc c'est un film de monstre, mais en fait pas tant que ça. C'est-à-dire que tu divises sur la comédie, presque le slapstick. Quand moi j'ai essayé de me vers le film renseigner un politique. petit peu avant sur le film, j'ai lu un article, je sais plus où j'ai trouvé, qui nous disait que finalement, un peu comme The Host, c'est pas nécessairement un vrai film de polar. Et celui qui avait rédigé le courrier, celui ou celle, je sais plus, disait que là c'est pas tellement un film de polar parce que l'enquête est finalement, selon elle ou lui, mis de côté pour véritablement s'attacher à la police, la modernité, etc. Moi je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que tu continues à suivre l'enquête Ah oui. véritablement, donc c'est vraiment oui. un polar. Et tu partages l'obsession de ces mecs parce qu'il y a un moment où, si tu veux, donc ils vont en gros quand même arrêter leur connerie 2 secondes et ils vont vraiment du coup se mettre à chercher. Ils découvrent ce premier lien avec la pluie. Ils découvrent surtout en fait qu'à chaque fois que le meurtrier va se prépare à sortir il fait diffuser à la radio locale une certaine chanson. Et donc en gros c'est le déclic. Donc, Mais c'est il pas y a- eux qui le découvrent. Il y a plein de choses qui le rattachent comme ça. Une secrétaire qui le découvre et quand elle balance, les mecs regardent en disant mais qu'est-ce que tu nous racontes Mais quoi. ta gueule, il veut nous préparer le café. Voilà, je crois, ce qu'ils disent. c'est hyper Ils sont- sexiste pour le ils sont coup quoi. cons Et en comme fait des- c'est elle qui trouve la solution. Alors, est-ce que. Alors, moi j'ai en tête Zodiac, où le film en fait s'intéresse pas forcément au tueur, mais plutôt à l'enquête vraiment, et puis aux flics.
Bah, c'est ça. Le tueur Là, est c'est ça. vraiment Là, c'est ça. assez accessoire. Là, c'est ça. À la différence de Seven, où là les Oui. deux sont très liés, mais vraiment ce tueur il t'obsède. Oui. Et là on est. Là, il c'est t'obsède par son absence. Tu le vois très peu agir. Mais c'est quand même le centre du truc où c'est vraiment. Oui, c'est le centre du vraiment truc, les parce qu'en flics, fait, tu ne Non, sais c'est pas les qui flics, c'est. c'est les flics. Oui, c'est les Je flics, trouve avec que t'as le raison. fait que, au bout d'un moment, si tu veux, ils patauchent complètement. Et tu patauges avec eux parce que ils vont suivre pas mal de fausses pistes, notamment, et à chaque fois que toi tu vas croire que c'est le bon, et parce que si tu veux, en dehors du fait que manifestement, voilà, ils prennent un débile et que c'est pas lui, il y a un moment où ils vont vraiment se poser la question sur un type qui revient sur les lieux pour se masturber sur les vêtements, sur des vêtements, etc., qui donnera lieu Ça va d'ailleurs être un crime sexuel alors. à une scène de poursuite à pied, mais qui là encore qui est phénoménale, Ouais. qui est absolument phénoménale, qui est hyper bien filmée, qui est très légère, qui est hyper lisible. Pareil, tu vois, dans Hawker, on disait que les scènes d'action étaient extrêmement Qui est lisibles. à la fois Le prégnante, mec- mais aussi un peu drôle, parce que Voilà. non, ils vont le perdre de vue et ils vont s'engueuler parce qu'ils l'ont perdu. Enfin, t'oscilles vraiment toujours un peu à la frontière du Et en du même truc. temps, toujours, tu sais, il y a un moment où il va y avoir ces beaux ralentis qu'il sait faire, avec des plans extrêmement Oui, construits. notamment un, ouais. Et où tu en prends plein la gueule parce qu'encore une fois, tu as différents degrés de lecture entre ce qui se passe dans le fond, ce que tu te proposes au premier rang, le tour virevolte, etc. Enfin, tu vois déjà que le type est. Enfin, techniquement, ça se pose et ça donne des plans qui sont absolument géniaux. Et d'ailleurs, c'est là où, mine de rien, encore une fois, tu es dans la rupture parce que ce flic un peu con de campagne que tu trouvais benet, violent, etc., en fait, se révèle être beaucoup moins con. Et c'est là où il en remet un petit peu au flic de la ville en lui disant: t'as vu, toi tu l'avais pas vu ça. Moi je l'avais vu, le gros con. de Et donc en service. fait, t'oscilles Enfin, tout et le voilà, temps. c'est- Voilà. c'est Sur l'image des du scènes film. un peu cocasses, un peu drôles qui te font sourire parce que les mecs c'est vraiment tourné à leur détriment. Le côté un peu tragique parce qu'il y a quand même des victimes et puis le nombre s'accroît. Et en fait, tu retrouves ce qui m'a absolument stupéfait, un peu la même montée en tension qu'on a constaté dans Okja. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des détours, c'est drôle, c'est plus ou moins tragique, et puis en fait, tu sens que la pression Oui. monte. Là, c'est encore plus prégnant parce que c'est rythmé. Rythmé, j'y reviendrai, mais t'as des meurtres qui se profilent. Et puis au bout d'un moment, ils vont anticiper avec la pluie. Donc ils savent qu'il va se passer quelque chose. Et tu sais qu'a priori, c'est tout bête, mais compte tenu du temps de film qui reste, c'est pas là qu'ils vont le choper. Donc tu rentres et en fait le film monte. T'as quand même un coup d'humour parce qu'il faut quand même dédramatiser ce qui se passe. Et puis en fait tu remontes encore d'un cran et les dernières 20 minutes sont suffocantes. Littéralement. Parce que là t'as plus rien qui vient rapporter de l'humour. C'est qu'en fait, toi, c'est comme s'il remplit un cocktail, un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça, et puis au bout d'un à la moment, fin, il te met que le truc qui est hyper hard, et tu te reprends 20 minutes de questionnement, parce qu'ils finissent par aborder un gars qui effectivement match dans tous les trucs, etc. Ça recoupe, et le gars laisse rien paraître, à la différence des autres. Il lâche pas sous la torture, etc. Il est en plus, à la différence du premier suspect qui est clairement handicapé mental, l'autre qui est plus le bonnet de l'histoire, mais qui ressemble plus au coréen moyen, lui est éduqué, ne laisse absolument rien paraître, un visage juvénile dans lequel tu ne vois absolument rien de sa personnalité. D'ailleurs, tu sais pas si c'est lui non plus, parce que ce qu'on te dit pas, c'est que sur les moments où en fait le meurtrier est filmé, tu le vois jamais complètement son visage. Oui. Donc oui, de ce qu'on te montre, physiquement ça pourrait. peut être lui, ça pourrait. Ils ont jamais été aussi proches de ce mec, Voilà. de Et donc toi aussi, pouvoir le gauler. c'est ce truc-là où toi aussi tu regardes le mec. Si t'as filé des indices Putain, tout au long du truc, mais pas c'est suffisamment lui, pour le. c'est lui, c'est pas lui, c'est effectivement ça peut correspondre, machin, et tu partages leur interrogation et du coup t'es avec eux parce que tu sens bien que le type ça pourrait être lui et putain si c'était lui, sauf qu'en fait c'est pas si simple que ça. Et là, tu as les méthodes qu'on t'a présentées au démarrage, qu'on t'a instillées dans tout le film, qui reviennent, avec du coup toujours dans cette rupture de ton, que finalement le flic de Séoul, qui est censé être civilisé, etc., bascule. bascule et tombe dans la facilité de le malmener.
voire de pousser, de franchir clairement la ligne rouge. Ils vont continuer à essayer de savoir, donc il y a toutes des péripéties de surveillance qui forcément vont pas bien se passer, et pile au moment où lui le perd, il y a un meurtre qui est commis sur une nanette qu'ils avaient repérée auparavant, qui avait plus ou moins été potentiellement témoin, donc forcément c'est maintenant quelqu'un qu'ils connaissent. Donc tu montes encore une pression supplémentaire auprès de ce flic de Séoul avec qui il avait discuté. Mais qui lui est en perdition, très et clairement. qui du coup commence à littéralement péter un câble parce qu'il se rend compte qu'il tourne mais qu'ils n'arriveront jamais à le choper. T'as peut-être, moi, ce que je trouve un défaut du film et qui permet d'avancer, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une notion d'empreinte génétique. Alors on est en 86. Ils ont une empreinte génétique, ils vont la prélever sur le mec dont ils sont persuadés. Et ils vont l'envoyer aux États-Unis, donc tu imagines bien l'aventure de l'envoi en 86, etc. C'est peut-être un truc un peu artificiel, mais ça crée. C'est un peu une ficelle en fait, qui va créer la tension parce que tu vas avoir une période de pause où tu as la tension qui redescend. Parce qu'ils sont bloqués. Parce qu'ils sont dans l'attente du test. Et quand le test arrive, c'est là où on arrive dans les 10 dernières minutes du film, et là c'est. Et en même temps, ils veulent pas perdre le contact avec ce type. Donc du coup, ils sont coincés et tu restes encore une fois avec eux. C'est là où c'est vraiment... il sait faire ça, c'est-à-dire que tu es comme Okia où tu étais complètement en immersion avec cette gamine et dans son voyage, etc. Là, c'est pareil, tu as pris le train avec les deux flics, tu veux savoir qui c'est et tu les suis et tu partages leur attente, leur frustration. C'est vraiment... tu t'es en pleine immersion, effectivement. Les dernières minutes, du coup, où tu rebascules sur du Seven, pour le côté tragique de la chose, toujours la pluie qui est là, ça se passe en plus dans un décor qui est moche, qui est assez, qui est noir, dur, qui est très sombre, et ça fait des images, d'ailleurs là c'est l'affiche du film où tu vois effectivement, je crois l'entrée d'un passage, d'un tunnel ferroviaire en fait, et du coup ils ont ce fameux type en joue qu'ils tiennent et voilà. Est-ce qu'ils vont le buter, est-ce qu'ils vont pas le buter, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, et c'est pas un happy end du coup. Parce que alors effectivement sur cette scène là qui est le cœur du film, c'est que le flic de Séoul pète un câble, l'entraîne et sait très bien qu'a priori peu importe les résultats, il pressent qu'il arrivera à trouver un moyen de passer au travers, donc essaye de faire justice par lui-même. C'est là où on revient sur un truc impartiel, c'est qu'au moment où tu as la tension absolue du film, est-ce qu'il va lui tirer dessus ou pas, avec une mise en scène, caméra à l'épaule, c'est vraiment, vraiment au contact du truc, tu as les fameux résultats qui arrivent par le mec qui arrive, on a des résultats. Donc là tu fais, ouais, ok, d'accord. Ouais, mais tu vois, moi je pensais que c'était bon. C'était lui. Et les résultats sont négatifs. Et du coup, on fait quoi ? Oh merde, vous avez spoilé là. Salopard. On est sur Cinecast. On t'avait prévenu. Merde. Mais tu te doutes de toute façon que les résultats sont négatifs par rapport à la construction de la scène. Tu le vois arriver gros comme une maison, donc le truc est... Je suis du très premier degré. Si. Moi j'étais là avec mon cœur de midinette. Parce que justement, c'est bon, il va avoir un ADN, tu vas pouvoir l'avoir, Jean-Pierre. C'est la question, c'est il faut arrêter le méchant. Allez, du coup, donne ton cul, le malgré méchant. ça, malgré toutes les certitudes qui se lisent sur son visage, il va pas lui mettre une balle non plus, quoi. Là, on va pas spoiler, on ne sait pas, on va pas vous dire ce qui arrive sur la suite. Et effectivement, le film repart. Non, parce après, que c'est pas la fin, voilà. C'est pas la fin. Parce que c'est pas la fin, et en définitive, on ne saura probablement peut-être jamais qui a commis ces meurtres-là. Et ça s'arrête par finalement quelque chose qui est un peu passé au travers du film et qui te revient effet boomerang. C'est qu'en fait, on va faire un saut dans le temps. On va retrouver donc le flic un peu bourru de la campagne qui a raccroché. Je trouve un acteur mais formidable, mais vraiment. Ouais. Moi, il m'a scotché. Qui a complètement raccroché, qui est devenu commercial et qui passe par là, par l'endroit par hasard, et qui va sur les lieux où il a trouvé le premier corps. Et là, il y a une gamine qui est là et qui dit, tiens, c'est bizarre, vous faites la même chose que le même monsieur que j'ai vu il y a 3-4 jours. Donc il se dit, ah bon, t'as vu un monsieur il y a 3-4 jours Bah oui, j'ai vu un monsieur, mais il ressemble à quoi ce monsieur-là ? C'est le truc de Séoul. Et là, tu te dis, oh putain, mind game, quoi. Et en fait, la réponse que fait la gamine, c'est, bah il a une tête normale. Sous-entendu, ça peut être n'importe qui. Et qu'en définitive, c'est là où tu te dis, effectivement, ça pouvait être n'importe quel mec que t'as vu dans le champ,
dans le champ de la caméra ou dans le champ quand ils sont dans les champs, ça peut être en fait n'importe qui. Donc ça te force à relire le film sur le fait que voilà, Potentiellement, histoire tu l'as vu. Ouais. Tu l'as croisé. Mais que tu seras probablement pas. Et ça peut éventuellement être le mec qui pensait être, parce qu'en même temps, la fiabilité des tests ADN en 86, c'est pas non plus, c'est le tout le démarrage, quoi. Et en fait, ça te rapporte à, effectivement, ça peut être n'importe qui peut avoir cette pulsion-là. Ouais, du coup, ça reste un film qui fonctionne beaucoup sur un peu la mélancolie, un peu sur le côté assez tragique, assez inéluctable. Enfin, c'est vraiment... pour ça, c'est un film qui est vraiment très, très, très beau. Et encore une fois, c'est fou quand même que ce type-là, dès son deuxième film, je trouve que tu poses les jalons de ce qui va décliner par la suite. Ah oui, mais tout est déjà présent. C'est ça, vous le sentez. Ah bah oui, la montée en tension, les ruptures de ton, ils sont déjà là et bien ancrés. Et en fait, les 20 dernières minutes, moi, me font énormément penser à le simili camp de concentration / lieu d'abattage d'Okja. C'est la même intention derrière. De dire maintenant on arrête de rire. Voilà. Je vous ai présenté ces personnes-là, je vous ai présenté leur méthode complètement ubuesque, foireuse, voire complètement choquante. Je vous ai présenté la réalité de leur incompétence sur des gamines qui se font trucider, très clairement. Et maintenant, on arrête de rire, et voilà ce que j'ai à vous présenter de comment est-ce qu'ils vont essayer de boucler cette histoire-là sans véritablement réussir à le faire. Après, je trouve que, encore une fois, c'est souvent un truc que tu lis sur des cinéastes, le côté un peu virtuose, tu vois, qui est un peu galvaudé, je trouve. Mais là c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ne serait-ce que les scènes où tu prends le point de vue du tracker qui arrive une fois, je crois, et où en fait, tu sais, il y a un moment où il surveille un chemin où potentiellement il a ses habitudes, et il est coincé parce que du coup, le truc qui arrive jamais, il y a deux nanas, mais elles vont pas dans le même sens. Et les deux l'intéressent. Et laquelle il va prendre? Et t'es avec lui, avec son point de vue, tu vois ce qu'il voit. L'œil du chasseur. Et ça marche, mais alors d'une force. C'est fou. Enfin, il y a ce type-là, moi, je trouve, j'étais estomatique. Moi, j'ai énormément aimé Snowpiercer, parce que pareil, tu retrouves des vrais moments qui sont... déjà, le film avait vraiment une gueule de fou. Les décors étaient magnifiques, les costumes étaient splendides, la direction artistique était assez incroyable. Il y avait un rythme, il y avait... tu retrouvais des choses très drôles, des choses extrêmement tragiques aussi. Et Okia nous avait tous mis une claque de façon... Voilà, et vraiment, j'ai hâte de voir le reste de sa filmo, parce que j'ai vraiment envie de voir le reste, franchement. C'est ça, parce qu'il nous reste Mother Barking Dogs éventuellement. Barking Dogs, a priori, c'est Tandax de chez Tandax. Ouais, et après il y a Mother. La Memories, a priori, il y a eu une édition, alors il n'est pas sur les sites de VOD, etc. Non, et pour avoir vérifié, tu trouves pas de version accessible. Je veux dire, alors, est-ce qu'à l'occasion, sachant que c'est l'Arabia, en fait... Ils vont pas faire une ressortie 4K, une réimpression? Alors, ils font une sortie en salle. Non, je sais, mais je te parle... il me semblait qu'ils c'est clairement, au vu du nombre de copies qui sont diffusées, c'est clairement pas sur les sorties ciné qui vont payer la conversion et la remasterisation. Donc derrière, c'est obligé. Il y a une ressortie en DVD ou en Blu-ray qui va tomber, sans aucune difficulté. Donc ça permettra effectivement de voir le film. Après, je trouve que il n'est pas exempt de défauts. Alors, on a eu la chance de le voir sur grand écran, c'est plutôt pas mal. 2, on l'a vu avec le siège de devant dans les genoux, ce qui est quand même moins agréable. À 14h, après la pause déjeuner, le film fait quand même... Ça sent le dodo. Un jour de canicule. Ça sent le dodo. Un jour de canicule. Je suis pas sûr que la clim marchait beaucoup. Voilà. Donc très rapidement, tu te dis, on a la chance de le voir au ciné, mais dans quelles conditions, c'est quand même pas ouf. Et le film fait 2 heures et quelques. Ouais. Tu les sens passer quand même. Ah ouais, moi non. Moi je trouve que c'est... Oui. Alors, j'ai effectivement dû piquer du nez à quelques reprises. Mais moi je non. l'avoue. Ça dépend de ce qui a été mangé le midi. Non, mais Non, en fait... Moi non, moi je me suis vraiment laissé embarquer, parce que, encore une fois, tu peux toujours trouver... voilà, la première partie m'a fait beaucoup rire, parce qu'il y a vraiment... Moi je suis... Voilà.
moi qui aime l'humour, et l'humour de qualité, Et l'humour de qualité. tout à fait, Ce en quoi je te c'est reconnais forcément drôle si tu veux, alors que ces types sont quand même des crevures. Ils sont clairement des grosses crevures. On voit c'est quand même très drôle. Tu as le côté pied nickelé que tu retrouves dans l'équipe du coup tu sais de sauveteurs que tu trouves dans Okia, tu sais, les défenseurs de la cause animale. Oui. Il faut un peu penser à ça, c'est-à-dire les mecs qui sont bardés de bonnes intentions, mais qui sont en fait d'une stupidité rare et violents, du coup, aussi pareil. Et tu retrouves un petit peu ça, tu retrouves déjà ça, c'est le même ton, ils les abordent de la même façon. Et du coup, là où on avait une empathie avec Paul Dano, Parce que la cause est un peu plus noble. et ben là, si tu veux, tu te retrouves à être avec ces mecs qui finalement, bon, allez, ils sont pas désagréables, quoi. Ils te font marrer quand ils tabassent le Google qui leur dit 3 fois la même version de ce qu'ils veulent pas et qui réenregistre et tout en disant bah non, écoute, on avait répété, fais un effort et tout. Enfin voilà, tu te retrouves à te marrer. Puis, et à part ça aussi, alors je crois que le flic de la ville, me demandez pas son nom, est le héros, le guide dans Transpersonnage. Et je crois qu'effectivement, il y a. C'est le gars un peu hirsute là. Le concepteur, tu sais, là, voilà. Le gars un petit peu hirsute qui parle pas beaucoup, tu sais, qui est toxico là, qui est avec sa fille. Ouais. Et ben je crois que c'est lui. Il aurait morflé, parce que là, je pense qu'il y a quand même. En même temps, il y a 14 ans, il y a 13 ans entre les deux films, 10 ans entre les deux Il y films. a 10 ans, une bonne dizaine d'années. Donc voilà, ce sera vérifié. Mais non, je pense que ça te plaira énormément quand tu le verras. Et clairement, moi j'ai apprécié de voir les deux dans la foulée quasiment. Eh ben non. Et ben c'est pas lui. Mais il ressemble, hein. Mais il me semblait que c'était son acteur fétiche et qu'il avait... Bon, j'ai eu du mal à comprendre. Non, il n'a joué que dans Memories of Murder pour Bong Joon-ho. D'accord. Bon, c'est un film que vous recommandez, quoi. Ah, largement. Largement, parce que ça vaut tout Julie Lescaut. Ce qui est déjà... Ce qui est déjà au top. Ça vaut les profilages. Non, par contre, c'est le flic de Le flic de la campagne. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Non, tu me parles du mec de Séoul. Oh mais non, t'as mal entendu. qui joue dans The Host. Concentre-toi un petit peu. Et qui joue effectivement dans Transpersonnage. Ok. Donc tu t'es trompé de policier. De policier de force de l'ordre. Écoute, moi sur le film, je trouve qu'il y a un problème de rythme. Voilà, le film mériterait d'être. Non, mais c'est tous les gens qui te disent que Zodiac c'est long. Bah ouais, Zodiac c'est long. Évidemment, Zodiac c'est long. De quoi ? Ah ouais, Zodiac c'est un peu. Il y a la mise en scène qui sauve derrière. Là, c'est pareil. Toi qui es un adepte de la lenteur et du. Ouais, mais là non. Là, sur un polar, je trouve que c'est quand même un peu compliqué. C'est-à-dire que. Je sais pas, t'as vécu. Ouais, mais il y a quand même des scènes où tu. Le pays du matin calme, hein. Ouais, en fait, le truc, c'est que rétrospectivement, tu vois que les scènes, effectivement, ont tout un intérêt parce que rupture de ton, tu fais un pas, tu reviens, etc., etc. Le problème, c'est que quand tu vois la scène se dérouler, par certains aspects, tu te dis, mais en fait, il veut y venir où, en fait ? Et tu vois pas, et la scène se termine, et il n'y a pas d'information prépondérante qui est donnée dans le récit. C'est sûr que c'est pas une production américaine, on va te tenir par la main en t'expliquant attention. C'est pas question d'explication, on va tout te montrer, c'est une question d'être un peu plus cut, quoi, un peu plus efficace et un peu plus concis. Ouais, c'est ça. Et venant de quelqu'un qui ne l'est absolument pas. C'est exactement ce que je pensais. C'est quand même étonnant. Je vois ton regard. Ce besoin de concision. Là. Mais je trouve que là, ça aurait mérité d'être un peu raccourci, un peu raboté par certains aspects. Et puis deuxième chose qui est... C'est pas flagrant. Qui est pas non plus hyper flagrant, mais je ne connaissais pas l'état de la copie. T'es en 86, il n'y a pas de téléphone portable, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est aussi un temps où le temps est différent. Voilà, le temps est différent. C'est juste, mais c'est à la marge, toi. Il manque juste un petit peu d'entrain, un peu de... que tu retrouves dans Okja, où Okja ça file, toi, etc. C'est juste en fait une once de rythme un petit peu plus soutenue qui évite de te perdre, parce qu'effectivement tu vois un film de soi-disant passé en 86 qui est tourné en 2003 et que tu vois toi en 2017. Il y a un rapport au temps qui effectivement est un peu compliqué. Et puis alors le fait qu'il soit remasterisé,
tu sens que les moyens de l'époque, c'est que la copie elle devait quand même sacrément être dégueulasse. Parce que là, le film est pas non plus. Tu sens que c'est tourné avec les moyens de l'époque, quoi. Donc, il s'en sort plutôt pas mal avec les moyens qu'il devait avoir à l'époque. Il y a simplement, mais je pense que c'est également voulu, l'image elle est dégueulasse. La photo elle est dégueulasse. C'est un marron béjasse pendant tout le film. Alors, il a pas Darius Khondji comme pouvait avoir Fincher sur Seven. Encore qu'il aura sur Okia. Qu'il aura sur Okia. Tu sens qu'il fait vraiment avec les moyens du bord. Ça donne un côté patine d'époque. Encore une fois, mais qui date beaucoup le film, quoi. Mais là où il pourrait devenir un peu intemporel. De toute façon, après, c'est ça le truc. Enfin, vous me parlez d'un film qui se passe en 86. Moi, j'ai rien. Moi, ça me choque pas qu'il ait un petit côté un petit peu désuet, quoi. Enfin, tu vois, en tout cas, qu'il essaie de faire passer ça. Ouais, mais du coup, ça aurait été bizarre. Au-delà de, il n'y a pas de travail en fait. Non, mais c'est pas. Il y a une photo qui est complètement uniforme tout le temps. C'est pas esthétisant, si tu veux. Voilà. Si le but est aussi faire passer la Corée de cette époque-là comme étant un petit peu tristouille, c'est pas non plus. Enfin, je regrette, c'est pas non plus. C'est pas un poseur. Si, avec les ralentis, regarde la scène de la séquence dans le métro, etc. Je suis désolé, putain. Ça dépend des thèmes. T'as ralenti, encore une fois, on en avait parlé. C'est pas un ralenti pour montrer à la Snyder, pour faire des poses iconiques. Non, mais pour faire de l'icône. Il fait pas de l'icône quand il fait du ralenti. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'il y en a qu'un dans tout le film. C'est pas pareil. Il en abuse pas non plus. Et quel putain de ralenti, encore une fois. T'as au moins 3 degrés de lecture, t'as au moins 3 arrière-plans. Enfin, c'est chiadé. C'est simplement qu'à un moment donné, tu sens qu'il s'attache beaucoup au fond de son film, là où il pose la caméra, et tu sens que sur son deuxième film, les questions de composition, d'éclairage, etc., sont pas au cœur de son travail. Peut-être, ouais. Et que ça viendra plus tard. Faudrait voir derrière. Moi, j'ai pas vu The Host. Celui d'après, c'est The Host, c'est ça ? Ouais. Bah, j'ai pas vu, moi. Donc, où tu sens que voilà, il y a vraiment une photo qui est uniforme et qui du coup ne sert pas tant le film que ça, mais sent que voilà, il n'a pas travaillé cet aspect-là parce qu'il y avait d'autres choses à gérer à cette époque-là. Et dernière chose aussi qui est hyper vitale quand tu découvres le film, que moi je ne savais pas et que je l'ai su par la suite en écoutant, semble-t-il, le même podcast ciné que vous, c'est que c'est une histoire vraie. Ah oui, j'ai oublié. Et qu'il a tourné ça à l'endroit où ça s'est réellement passé. C'est finalement très proche dans sa démarche d'un documentaire. Et quand tu ne le sais pas et que tu vois le film et que tu l'apprends par la suite, effectivement, tu refais un voyage en arrière en disant « Waouh, c'est effectivement perturbant ». Maintenant, ce que moi je retiens, en poussant à aller aux mêmes endroits. Hein. C'est pas simplement, tu sais, genre... on prend des plans larges, etc. Et c'est les champs où les corps sont retrouvés, etc. Donc ce qui est quand même assez fou. Après, c'est vraiment cette gestion de la rupture de ton, de la montée de la tension qui est effectivement palpable, sachant que voilà, on vous a spoilé 2-3 images, c'est rien par rapport à tout ce que le film raconte de leur chasse et de tout ce qui va se passer. Donc c'est pas le plus grand polar après Seven comme le marketing essaye de nous le faire croire parce qu'il y a d'autres polars dans d'autres approches qui sont tout aussi intéressants. Maintenant c'est vraiment un brouillon de tout le cinéma qui va apporter par la suite et qui du coup est hyper intéressant dans plein d'aspects avec cette histoire de rythme. Donc effectivement, nous on le conseille fortement. Ouais. Bon bah merci les gars d'avoir été voir ce film pour nous. Ouais. Puis merci au SoFilm Summer Camp. C'était cool. Alors après on avait prévu de faire une couverture du festival un peu plus importante. On se rattrapera l'année prochaine. Voilà, c'est des raisons professionnelles qui nous ont empêché de le couvrir aussi bien qu'on aurait. T'auras les mêmes l'année prochaine, t'inquiète pas. Non, mais du coup, on vous conseille. C'est comme ils l'ont beaucoup ils l'ont beaucoup mis en avant. C'est le festival décontracté. C'est pas très cher. Soit vous prenez le pack complet, ou alors c'est 5 € la séquence. Il y a moyen de voir des films plutôt intéressants. Peut-être juste une micro recommandation un peu dans le même genre. Anabi, qui était programmé le dimanche, qu'on a loupé. Qu'Anabi
Anabi. Ah, Tristan est là. De Tu reprends. Non, Anabi. Takeshi Kitano ressort en remasterisé aussi. Donc suit à peu près le même parcours avec une ressortie en salle. Donc voilà, si vous voulez prolonger dans le cinéma asiatique, c'est aussi plutôt intéressant. Et donc ça fait partie de la volonté de remettre au goût du jour certains films qui disparaissent un petit peu des radars. Merci, en tout cas. Bah écoute, merci à toi. Merci. Écoute, oui, c'est vrai. J'étais particulièrement important dans cette émission. Prochaine émission, du coup, peut-être un film à l'affiche pour changer. Ouais, on se pose des questions sur potentiellement le Spider-Man Homecoming. Ouais, ce sera vu un petit peu plus tard. Et puis avant de partir, un petit coucou à un podcast qu'on a découvert il y a pas longtemps, Parce que nous, on aime les autres. qui s'appelle Parlons Péloche. Voilà, avec, qu'Aurel a découvert sur Twitter Ouais, je remercie le monsieur qui nous a trouvés. Et puis du coup, allez voir. Eux, leur truc, c'est de parler des films par genre. C'est assez intéressant, c'est assez complet. Donc ils font les histoires d'amour, la comédie US, etc. Les films d'horreur. Vous allez trouver plein de trucs. Le site est hyper complet. Ça déconne bien. Ouais. Ça se prend pas la tête. Non. Donc c'est plutôt sympa. C'est toujours une façon sympa de parler de ciné. Donc allez-y, c'est plutôt cool. Voilà, nous on s'arrête là. Voilà, peut-être Spider-Man Homecoming, on sait pas trop. Ça nous permettra de parler peut-être des Rémi. Ou peut-être vacances. Au tisseur. Vacances. Est-ce que tu crois qu'il a une tistite? Ce sera le mot de la fin. Ok, voilà. Allez. Ouais. Allez, on vous embrasse. Continuez à Il est nous capable de écouter, tisser à partout. Si. Voilà. Oui. Voilà. Allez. Hein Allez. Au revoir. Allez, on vous quitte. Passez une bonne soirée. À bientôt. Listen to me. Don't